Le référendum de 1988, mieux connu sous le nom de plébiscito de 1988, est un tournant historique où un peuple a réussi à renverser un dictateur par les urnes de manière pacifique. Alors tout d'abord, pourquoi ce vote sous une dictature? En 1988, Augusto Pinochet est au pouvoir depuis 15 ans, suite au coup d'État de 1973. Sa propre constitution de 1980 prévoyait une période de transition. À la fin de son mandat de 8 ans, la junte militaire devait proposer un candidat unique pour un nouveau mandat de 8 ans. L'enjeu est le suivant pour le pouvoir. Le peuple devait voter si, donc pour maintenir Pinochet au pouvoir jusqu'en 1997, no, et donc devoir organiser des élections libres. Il faut savoir qu'à ce moment-là, l'Argentine subit une pression internationale de plus en plus importante. Le régime politique était de plus en plus isolé diplomatiquement, et l'économie, bien que libérale, laissait une grande partie de la population dans la pauvreté. Une campagne politique va se mettre en place où on va se voir affronter la joie contre la peur. Deux blocs vont s'affronter avec des stratégies diamétralement opposées. Le camp du si, donc de celui de Pinochet, va utiliser une stratégie classique de dictature. Le message est le suivant, c'est nous ou le chaos marxiste. Pinochet essaye donc de se montrer comme un grand-père bienveillant, troquant parfois l'uniforme contre le costume civil. Le ton se fonde donc sur la peur et sur l'ordre. Le camp du no, donc l'opposition, va jouer un tout autre jeu. Ils ont choisi un choix plutôt génial et risqué, vendre l'espoir plutôt que de dénoncer les crimes. Le slogan est le suivant, Chili, la joie arrive. Le symbole aussi est puissant, un arc-en-ciel représentant l'union de tous les partis de la gauche au centre droit. Et durant cette campagne politique, l'opposition aura droit à 15 minutes d'antenne par jour. Et ils vont utiliser des codes publicitaires très modernes, de la musique entraînante et beaucoup d'humour. Le jour J, le 5 octobre 1988, le climat est très électrique. On craignait un coup de force militaire ou une fraude massive. Plus de 97% des électeurs inscrits se sont rendus aux urnes. C'est un record. Le suspense prend fin en fin de soirée, les premiers résultats officiels donnaient l'avantage du si. Donc le camp de Pinochet. Mais les décomptes parallèles de l'opposition et de l'église montraient la victoire du non. Le dénouement se fait vers 2 h du matin. Un membre de la junte, le général Fernando Mattei, avoue aux journalistes en entrant au palais. Il semble que le non ait gagné. Pinochet est donc lâché par ses propres pairs. Les résultats sont les suivants, 55,99% des gens disent non à la reconduction de Pinochet, contre oui pour 44,01%. Ce référendum est unique, il n'a pas seulement chassé un dictateur, il a inventé une nouvelle manière de faire de la politique. La transition reste démocratique, Pinochet reste au pouvoir jusqu'en mars 1990, date à laquelle Patricio Aylwin est élu démocratiquement. Il prend ses fonctions, mais cependant Pinochet reste commandant en chef des armées. Alors regardons un petit peu cette campagne politique qui a permis de vaincre un dictateur grâce au référendum. Au départ, l'opposition était fortement divisée, certains voulaient même boycotter le vote, pensant que Pinochet allait tricher. D'autres voulaient une campagne de dénonciation frontale des crimes, les tortures et les disparitions entre autres. Mais l'opposition fait un choix unique et extraordinaire, celui de l'optimisme. Les publicitaires de la campagne du non ont imposé une idée révolutionnaire, ne pas parler de la mort mais de la vie. La stratégie est la suivante, ils vont traiter le référendum comme un lancement de produit. Puisque les Chiliens avaient peur, il faut leur donner l'envie d'un futur radieux. La chanson était une mélodie pop très entraînante, loin des chants révolutionnaires habituels. Il joue beaucoup ça avec l'humour, il tournait en dérision les menaces de Pinochet. Par exemple, au lieu de montrer des chars, il montrait des gens qui dansaient dans la rue. De plus, c'était la première fois en 15 ans que l'opposition avait accès à la télévision. Ces 15 minutes quotidiennes sont devenues le rendez-vous national. Le contraste était très marqué. Alors que le camp de Pinochet diffusait des images sombres de chaos et de guerre civile, le non diffusait de la couleur, des rires et des célébrités locales. Alors il existe aussi une pression diplomatique internationale. Washington, par exemple, a fait comprendre à Pinochet qu'il n'accepterait pas une fraude massive ou un second coup d'État pour rester au pouvoir. On a retrouvé aussi des documents qui permettent de montrer que Pinochet avait une idée derrière la tête si jamais il perdait le référendum. Par exemple, il avait prévu de provoquer des émeutes pour déclarer l'état de siège et annuler ainsi le scrutin si le résultat lui était défavorable. Le problème, c'est que les militaires qui l'entouraient n'ont pas vraiment suivi Pinochet, et donc on voit que le pouvoir dictatorial était aussi affaibli par le nombre de personnes autour de Pinochet qui ne voulaient pas suivre la ligne directrice de Pinochet lui-même. Par exemple, lorsque Pinochet a convoqué ses généraux pour leur demander les pleins pouvoirs cette nuit-là, ils ont refusé. C'est le moment où le général Mattei a lâché le morceau à la presse, rendant tout retour en arrière impossible. Le monde entier aussi regardait le Chili. Plus de 1000 observateurs internationaux étaient présents. L'Europe, notamment l'Espagne, la France et l'Allemagne, a soutenu financièrement et moralement les partis de l'opposition.
Cette solidarité internationale a servi de bouclier aux opposants chiliens, empêchant le régime de les faire disparaître juste avant le vote. Alors quel est le lien qu'on peut faire entre ce référendum et la démocratie directe? Alors en théorie, normalement une dictature et une démocratie directe c'est antinomique. Pourtant en 1988, elles se sont percutées de plein fouet. La démocratie directe c'est quand le peuple décide sans intermédiaire, contrairement à la démocratie représentative, où l'on élit des députés. Donc quand on voit Pinochet demander l'avis à la population pour savoir s'il peut reconduire son mandat, évidemment tout cela étonne, c'est un dictateur. Mais Pinochet croyait sincèrement qu'il allait pouvoir être élu grâce au peuple. Il n'existait quasiment aucune opposition puisque c'est lui qui dirigeait le pays. Il dirigeait le pays par la peur et la contrainte, et donc au moment où il propose le référendum, il est certain de le gagner. Le peuple a utilisé le bulletin de vote, démocratie directe, non pas pour choisir une loi, mais pour licencier le souverain. Ils ont vaincu le dictateur avec ses propres règles, puisque le référendum a été mis en place par la dictature de Pinochet. C'est donc un modèle de transition institutionnelle et exceptionnel pour plusieurs raisons. Pinochet était obsédé par la légalité. Il fait rédiger une constitution en 1980 qui prévoyait ce référendum. Si Pinochet n'avait pas respecté le résultat du non, il aurait brisé sa propre constitution, ce que l'armée, très attachée aux procédures au Chili, n'était pas prête à accepter. Il s'est enfermé tout seul dans sa propre cage juridique. Souvent, les dictatures tombent aussi par des révolutions violentes ou des coups d'État. Le cas ici est un cas d'école. Au Chili, l'opposition a réussi à convaincre une population terrorisée que le vote était plus puissant que le fusil. C'est une leçon de science politique. La transition n'est pas venue d'une rupture brutale, mais d'un processus électoral ultra encadré. Pourquoi est-ce que c'est une leçon? Eh bien, le référendum de 1988 montre que la démocratie directe peut être un cheval de Troie. Même dans un système verrouillé, si l'opposition accepte de jouer selon les règles du régime, elle peut gagner. C'est ce qu'on appelle la défaite par les institutions. Le non n'a pas gagné non plus sur un programme politique complexe, mais sur une émotion, la joie. C'est la preuve que dans un vote direct, l'affect l'emporte souvent sur l'idéologie. Le Chili a donc inventé une troisième voie vers la démocratie, ni la révolution sanglante, ni l'effondrement soudain, mais une transition négociée par un bulletin de vote. Le mouvement progressiste propose aussi une similitude. Il ne veut pas d'une révolte, il ne veut pas d'une révolution pour mettre à bas le système particratique. Il dit il faut jouer avec les règles de la particratie et donc des élections afin d'amener après à une démocratie directe. Il faut utiliser les outils de la société, les médias, les réseaux sociaux, et ensuite proposer une voie différente aux élections, la démocratie directe, pour ensuite passer à une transition pacifique et légale vers une démocratie directe. Même avec le Chili et une dictature, on peut passer grâce à un référendum à une démocratie. On peut donc voir que la Belgique peut aussi faire une transition entre une particratie à une démocratie directe. Tout cela légalement, dans le calme et avec énormément de sérénité et de maturité. Voilà, je vous laisse pour une autre vidéo sur un référendum. À plus tard, au revoir.